souveraineté, et je vais utiliser une métaphore mathématique, c'est une équation à plusieurs variables. Il n'y a pas une solution unique de cloud, mais qu'il faut plutôt aller sur une approche d'hybridation multi-cloud. La 5G pour le B2C, c'est de la 4G avec une bande passante exceptionnelle. Les technologies seules, ça n'a pas de sens si on n'embrasse pas une vue beaucoup plus globale et transverse. Quand j'échange aujourd'hui avec des jeunes filles, des collégiennes ou des lycéennes, je suis assez frappée par le retour qu'elles me renvoient. Avec les chiffres dont on a discuté, il faudra attendre quand même 70 ans pour arriver à un niveau acceptable. Cette convergence IA, IoT, réseau, elle va être assez clé dans les années à venir. Bonjour Nassima Auvray, vous êtes directrice défense et sécurité de Orange Business. Je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Yasmine. Alors pour venir sur votre parcours, je comprends quand même que cette nouvelle direction est nouvelle, comme le mot l'indique, c'est-à-dire qu'elle a été créée en 2025, on en parlera un peu plus, mais qu'avant ça, vous étiez également conseillère au sein du cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly. Finalement, ce n'est pas votre premier pas dans le monde de la sécurité et de la défense, puisque vous êtes également experte technique des grands programmes d'armement. Donc tout à fait, c'est pas un milieu nouveau pour moi. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et alors, comme vous le disiez, donc on a fait le choix au sein d'Orange Business de créer une nouvelle direction défense et sécurité. Alors cette direction, elle est l'émanation quand même d'une activité qui historiquement existe au sein d'Orange. On propose et on accompagne un certain nombre d'acteurs, alors du monde de la défense et de la sécurité civile et intérieure, autour de solutions numériques, notamment la connectivité et la cybersécurité, en réponse aux enjeux de résilience, notamment. Donc ça, c'est un premier point. Ceci étant dit, on a voulu créer cette direction pour, d'une part, affirmer le positionnement d'Orange. Alors, dans un contexte où on voit que les besoins autour du numérique bougent énormément sur ce secteur. On est au tout début. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième raison, la création de cette direction, on s'inscrit vraiment dans le temps long, et notamment parce que Orange est quand même un acteur incontournable en matière de numérique, de par toutes les infrastructures que nous détenons, depuis les câbles sous-marins jusqu'aux infrastructures fixes et mobiles, en passant par les téléports satellites ou encore les data centers. Alors justement, on aura l'occasion d'en parler, mais avant, je voulais revenir sur votre parcours, parce qu'il est quand même quelque peu exceptionnel, et je reviens sur les éléments que j'ai énumérés. Vous étiez donc conseillère de la ministre des Armées, Florence Parly, vous êtes ingénieure de grands projets d'armement. Quelles sont peut-être les expériences ou les projets qui vous ont le plus marqué à ce moment-là ? Alors, je dirais que mon passage en cabinet ministériel m'a marqué sur un point assez particulier, qui est le suivant. C'est l'absolue nécessité de considérer l'innovation, les innovations technologiques, non pas sous le simple prisme de leur finalité opérationnelle, mais d'avoir une approche un peu plus holistique et qui intègre des questions d'ordre stratégique, éthique, juridique et même sociétaux. Je vous donne un premier exemple. J'ai été missionnée pour créer un comité d'éthique de la défense. D'accord. Alors ce comité, il existe depuis maintenant 5 ans et son objectif, sa mission, c'est d'émettre un certain nombre de recommandations sur des sujets très précis qui sont directement liés aux technologies émergentes et à l'usage qu'en fait l'homme, notamment dans le milieu de la défense. Donc je vous disais, il y a à peu près, ce comité, il existe maintenant depuis 5 ans. Il y a un certain nombre de rapports qui sont sortis, alors sur des sujets comme le soldat augmenté, l'environnement numérique des combattants, la défense spatiale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a eu un trigger lié à la création de ce sujet. Et ce trigger, c'est l'intelligence artificielle. J'allais vous poser la question justement, est-ce que l'intelligence artificielle a fait preuve, en tout cas on l'a analysé dans le cadre de ce comité ? Alors, ça a été vraiment le fait générateur. Non pas qu'on n'utilisait pas déjà l'intelligence artificielle dans le secteur de la défense. J'ai plein d'exemples où, dans le renseignement, par exemple, quand il s'agit de big data, de traitement des données, on utilisait déjà l'IA. Dans la logistique, quand on parle de maintenance prédictive, l'IA est déjà embarquée depuis des années. Mais en fait, ce qui a fait prendre cette décision de créer ce comité, c'était finalement de
mettre en place un certain nombre de garde-fous quand on considère que l'IA croisée avec l'automatisation peut remettre en question un certain nombre de sujets autour des règles d'engagement et finalement de la place de l'homme par rapport à l'émergence de ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est un exemple, je trouve, qui est assez parlant Tout à fait. et qui était passionnant. Donc, si je comprends, finalement, c'est un comité qui a pour vocation et objectif d'étudier un peu les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, de voir leur application dans le milieu de la défense, de la guerre, et de voir si l'utilisation est éthique ou pas, c'est ça? Absolument. Ok. Et d'émettre, et vraiment, ça va jusqu'à émettre des recommandations Ok. sur les lignes rouges à ne pas franchir pour rester en fait dans ce cadre éthique et pouvoir exploiter les nouvelles technologies en respectant en fait toutes ces considérations. Donc ça a été un passage et une expérience assez marquante. Et j'ai un autre exemple là pour revenir sur cette démarche holistique dont je vous parlais, c'est la création du Fonds Innovation Défense. Mhm. Donc, le Fonds Innovation Défense, c'est un fonds qui prend des participations au sein, alors ce sont plutôt des startups, des PME, des ETI, qui ont des activités alors qu'on caractérise de duales, c'est-à-dire qu'elles investissent dans des technologies assez transverses et qui peuvent intéresser le monde civil et le monde de la défense. Alors, il y en a beaucoup, on a parlé d'IA, il y a le quantique, mais il y a par exemple les matériaux aussi, le spatial. Et alors, c'était assez intéressant parce que il y a 5 ans, il y avait quand même pas mal de questions qui étaient soulevées autour de la cohérence ou la compatibilité entre les critères ESG de certains investisseurs et finalement le fait de pouvoir accompagner des acteurs de la base industrielle et technologique de défense. Et aujourd'hui, 5 ans après, on voit quand même qu'il y a eu une évolution et une prise de conscience par rapport à cela. Vous en avez entendu parler, hein, la BPI a lancé un fonds d'investissement autour de la défense, un grand public. Et en fait, c'est devenu un sujet sociétal. Donc, je reviens juste sur mon point d'entrée et mon point d'ancrage qui est finalement les technologies seules, ça n'a pas de sens si on n'embrasse pas une vue beaucoup plus globale et transverse autour de la stratégie, de l'éthique, du juridique. Justement, je le disais au début de mon introduction, vous n'avez pas découvert les armées en cabinet ministériel, bien au contraire, vous aviez une carrière avant celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos expériences précédentes? Alors tout d'abord, je suis entrée dans le secteur de la défense pas par hasard, c'était vraiment par choix et tout de suite après les classes préparatoires. Je suis entrée en école d'ingénieur et mon objectif était de travailler au sein de la direction générale de l'armement parce que j'ai toujours été fascinée par la complexité des systèmes de défense. Et donc j'étais bien servie parce que j'ai eu la chance de travailler sur des projets de télécommunication par satellite militaire dans la guerre électronique. En fait, c'est vraiment des bijoux de technologie. Alors, je fais un petit pas de côté parce que guerre électronique, ça fait souvent peur. C'est un grand mot. Ouais. Alors, la guerre électronique, c'est avant tout du traitement du signal. D'accord. Voilà. C'est du traitement du signal et le but, c'est de pouvoir intercepter des signaux, les détecter, faire du brouillage, du leurrage, et ça accompagne en fait un certain nombre de systèmes. Et le contexte ukrainien remet au milieu des priorités ce sujet, la maîtrise du spectre électromagnétique et donc de la guerre électronique. Donc c'est assez intéressant de voir comment une technologie qui date depuis des décennies peut en fait être mise sur le devant de la scène. Donc ça, c'est pour mon parcours, donc un parcours quand même essentiellement à la Direction générale de l'armement. Et je dirais avec un fil rouge qui est la tech au service de l'intérêt général et que je retrouve même au sein d'Orange. Alors, on l'intuite assez facilement avec les fonctions que j'occupe aujourd'hui, mais même précédemment, quand j'étais Chief Trust Officer à Orange Business, c'était aussi une boussole que j'avais finalement et qui me poursuit. Alors c'est vraiment intéressant ce que vous venez de dire, la tech au service du bien général. J'ai eu un débat il y a pas plus tard qu'il y a une semaine de cela avec, on peut appeler ça un technophobe quelque part, cette grande peur, cette grande crainte finalement que les IA ou que les technologies ne soient pas utilisées à bon escient et soient quelque part, alors moi je reprends les termes de cet écrivain-là, que ce soit la fin de l'humanité. J'imagine que du coup vous ne partagez pas cette vision-là, vous pensez qu'il est possible d'utiliser aujourd'hui la technologie à bon escient pour finalement faire avancer l'humanité? Alors, je pense que c'est totalement possible et que pour cela, il faut encore une fois qu'on ait toujours cette réflexion à côté des technologies pour avoir des garde-fous et puis se poser les bonnes questions sur finalement quelle est la finalité
et comment l'homme est en capacité de garder une place centrale. Si on reprend l'IA, hein, il y a des questions d'explicabilité, de transparence, et ne pas finalement se laisser dépasser, déborder par une course à la technologie, et finalement en perdre la finalité première. Tout à fait. Alors, je ne pense pas être la première ni la seule à vous poser la question. C'est vrai que dans les domaines scientifiques, on voit quand même peu de femmes présentes. Dans le domaine de la défense, je pense encore moins. Et vous l'avez pourtant dit au début, ça a été un choix. Et vous avez toujours voulu prendre cette voie. Qu'est-ce qui a justifié et motivé ce choix, finalement si jeune aussi, hein? Oui, alors si jeune et encore plus jeune que les classes préparatoires, j'ai toujours adoré les Vocation. mathématiques et la physique. Et alors j'ai toujours adoré ces matières parce que je l'ai toujours abordé de manière ludique. Et même encore aujourd'hui, hein, moi je m'amuse parfois les week-ends à essayer de comprendre des phénomènes qui nous entourent au travers de formules, voilà, de mécanique des fluides ou de mathématiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à aucun moment je me suis dit: «Mais c'est pas fait pour les filles». Hmm. Alors que quand j'échange aujourd'hui avec des jeunes filles, hein, mais des collégiennes ou des lycéennes, je suis assez frappée par le retour qu'elles me renvoient, où elles se mettent des barrières. Elles intériorisent aussi un certain nombre de biais et en fait, elles considèrent, hein, pour la plupart que les mathématiques ou que la physique, c'est pas fait pour elles et c'est fait pour les garçons. Donc ça, c'est un vrai sujet qui me tient à cœur. Et alors, il s'avère que je siège au sein du conseil d'administration de l'ENSTA. Et il n'y a pas si longtemps, on avait eu les chiffres en fait du pourcentage de femmes qui sont au sein de cette école. Et par curiosité, je me suis amusée à regarder ce qu'il en était au niveau national. Bon, on est à peu près, alors c'était une étude qui datait de 2023, on était à peu près à 30% de jeunes femmes dans la filière d'ingénieurs. Mais sur le numérique, on descend quand même à 17%. Et c'est assez frappant quand on évolue comme moi hein, dans ce domaine où on est passionné, et surtout quand on voit tout le potentiel qu'il y a dans les années à venir dans le Ouais. marché du numérique. Donc pour moi, il y a un vrai sujet, alors qu'il faut qu'on prenne à bras le corps, qui n'est pas simple. Et en tout cas, on ne peut pas se contenter de se dire ça ne va pas, parce que derrière, on a besoin, au-delà des questions d'égalité, hein, on a besoin de tous les talents, et ces talents, on les trouve aussi dans la diversité. On ne peut pas se couper de 50% de la population. Alors, C'est ça. je suis tout à fait d'accord, j'ai le même constat en cybersécurité. Il faut savoir, si je ne me trompe pas des chiffres, à peu de choses près, on est autour de 11% de femmes dans le secteur de la cyber, ce qui reste quand même très très peu. Moi, je l'ai également vu à mon échelle. J'ai commencé en tant que consultante en cybersécurité. J'ai fait également des études de mathématiques. Et en vous entendant parler, je me suis aperçue que vous aviez tout à fait raison. Je me suis jamais posé la question des mathématiques, de savoir si c'était masculin ou féminin avant d'arriver aux études supérieures et de constater malheureusement la faible présence de femmes. Là, je me suis dit, effectivement, dans la classe, on a une majorité d'hommes par rapport à la présence des femmes, mais avant ça, c'est-à-dire quand on est dans les études généralistes, quand on est au lycée, moi, c'est vrai que je me suis jamais posé cette question-là. J'aimais juste les maths et j'ai fait des maths. Alors, justement, comment on peut attirer des jeunes filles, des femmes dans les métiers scientifiques, de la cyber, de la défense, que ce soit public ou privé d'ailleurs, quand on voit finalement qu'aujourd'hui, on n'arrive pas encore à les attirer? Alors, si on avait une baguette magique et la formule, je pense que ce serait simple. Déjà, moi, le constat que je fais et qui date d'il n'y a pas si longtemps que cela, c'est que ça commence déjà très jeune. Donc, on a vraiment un vrai enjeu à pouvoir adresser ce problème, hein, parce que c'est quand même un problème, au plus jeune âge, et ça commence déjà à l'éducation nationale. À l'éducation nationale, il y a des choses assez simples, c'est davantage mettre en avant des figures inspirantes de femmes scientifiques, pour montrer que finalement, il y a des femmes comme des hommes qui ont réussi en fait à briller et à déployer tout leur potentiel dans ce milieu. Donc, éducation nationale. Au niveau de l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais en y réfléchissant, je me dis que probablement, il faudrait qu'on aille sur des mesures beaucoup plus coercitives et volontaristes. Et plus C'est-à-dire? ça va, et plus je suis convaincue de cela. Alors, je ne l'invente pas, hein. J'ai regardé, il y a un rapport qui est sorti en février 2025, un rapport conjoint, l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche. Et dans les recommandations, il y a notamment une question de quota Mmh. qui est proposée pour inciter. Alors l'idée, c'est pas de forcer les jeunes femmes qui veulent pas faire de sciences à y aller, mais au moins accompagner pour lever un certain nombre de barrières.
Et je suis assez convaincue que si on veut vraiment faire remonter les chiffres et pas attendre 70 ans, hein, parce qu'avec les chiffres dont on a discuté, hein, il faudra attendre quand même 70 ans pour arriver à un niveau acceptable. Il faudra probablement passer par ces mesures coercitives. Donc, il y a, je dirais, il y a l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, et il y a aussi les entreprises qui ont leur rôle à jouer. Donc, les entreprises, elles ont leur rôle à jouer d'une part pour accompagner les jeunes femmes, et d'autre part parce que, et moi je le vois hein, au sein d'Orange Business, les métiers d'aujourd'hui ne seront pas les métiers de demain en matière de numérique. Et il faut aussi que les entreprises soient en capacité de proposer des programmes assez lourds. Alors, on a ce qu'on appelle d'upskilling, de reskilling, pour faire évoluer les compétences de leurs collaborateurs sur les métiers d'aujourd'hui et de demain. Et notamment, pouvoir aussi inciter les femmes dans ces programmes en fait, d'upskilling et reskilling. Alors, pour revenir sur le sujet d'Orange, donc autour de toutes les annonces de cette nouvelle direction, il y a un terme qui est beaucoup ressorti, qui est celui de la souveraineté. Alors forcément, je me suis posé la question, pour un groupe comme Orange, qu'est-ce que c'est réellement la souveraineté quand on est finalement présent dans autant de pays? C'est quoi la définition de la souveraineté? Alors, je vais vous décevoir en vous disant qu'il n'y a pas une définition unique. D'accord. Et je vous dis ça notamment du fait de mes précédentes fonctions de Chief Trust Officer. Enfin, j'ai eu l'occasion d'échanger avec grand nombre d'interlocuteurs publics, privés, sur cette question de souveraineté et surtout, quel est leur besoin en matière de souveraineté numérique. Donc, j'ai jamais eu l'unanimité. Une fois que j'ai dit ça, bon, la souveraineté, on pourrait la résumer comme finalement la capacité à faire des choix. Et derrière, qui dit faire des choix, c'est choisir ses dépendances et choisir les endroits où on veut absolument avoir une maîtrise. Donc ça, c'est mon premier retour. Mon deuxième est que en fait la souveraineté, et je vais utiliser une métaphore mathématique, c'est une équation à plusieurs variables. Et dans les variables, vous avez des questions de technologie. Pour certains usages, certains clients en fait vont nous dire moi je veux tel type de technologie et pas une autre parce que je considère que ça concourt à des questions de souveraineté. Il y a des questions en fait qui sont liées au modèle opérationnel. C'est finalement qui a accès aux données, qui opérationnalise les infrastructures et puis les couches au-dessus. Il y a un sujet réglementaire. Il m'est arrivé d'échanger avec des DSI par exemple et qui clairement me disaient écoutez, moi c'est simple. Si je m'inscris dans ces questions de souveraineté, c'est parce que derrière la réglementation me l'impose. Ils n'ont pas le choix. Voilà, ils n'ont pas le choix. C'est aussi un autre axe important. Et derrière, alors quand on pousse le curseur, il y a aussi tout simplement parfois des choix qui sont liés à la nationalité et au retour sur investissement qu'on veut donner par rapport à une activité que l'on a. Donc on a un scope qui est très large. À Orange Business, on accompagne des entreprises partout dans le monde. Et alors, sans chercher à donner toute la liste des entreprises, si je me concentre juste sur les grandes entreprises du CAC 40, ces entreprises, elles ont une activité partout dans le monde. Et dans cette équation, il y a une variable que je ne vous ai pas partagée, mais qui est quand même importante, c'est la compétitivité. Et derrière compétitivité, on a deux sujets. On a la performance et le coût. Et on ne peut pas considérer ce sujet de la souveraineté numérique en mettant de côté la question de la compétitivité. Et si je reprends l'exemple de ces entreprises du CAC 40, elles cherchent à être compétitives dans certains endroits du monde. Et par conséquent, en fait, elles ont besoin de traiter cette équation qui est beaucoup plus globale. Voilà, donc à Orange, on gère en fait cette équation à plusieurs variables en prenant en compte tous les critères que je vous ai donnés et en intégrant un critère supplémentaire qui est finalement le critère de la localisation du pays dans lequel en fait on adresse ces sujets, parce que parfois il y a des enjeux géopolitiques qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Alors justement, si on prend par exemple la question du cloud, qui est largement et majoritairement dominée par les entreprises américaines, est-ce qu'on peut imaginer potentiellement des besoins de cloud souverain français, européens émerger bientôt? Alors, il y en a déjà, hein, c'est pas nouveau. Si je considère, et alors je vais un peu dézoomer volontairement, hein, les acteurs de la défense et de la sécurité, mais plus globalement, les opérateurs d'importance vitale et de services essentiels, on est assez convaincus qu'il n'y a pas une solution unique de cloud, mais qu'il faut plutôt aller sur une approche d'hybridation multi-cloud. Et derrière cette approche d'hybridation, vous avez
cette capacité à pouvoir reposer sur des infrastructures en propre. Parce que de toute façon, il y a des données qui sont tellement sensibles qu'elles ne peuvent être confiées à un acteur tiers. Et donc, il faut que l'utilisateur soit en capacité de pouvoir les maîtriser. Vous avez d'ailleurs des clients comme ça qui refusent que le cloud, par exemple, les données soient dans un cloud qui ne soit pas Oui, français-européen parce que les données sont tellement sensibles? tout à fait. Donc, on a cette typologie de clients. Ensuite, il y a dans l'hybridation et le multi-cloud, il y a une deuxième approche qui est autour du cloud de confiance. Et quand je dis cloud de confiance, c'est au sens Secnum Cloud. Donc, derrière, savoir un débordement depuis le cloud privé vers le cloud de confiance pour des données qui restent sensibles, mais pour lesquelles on est prêt quand même à s'adosser au Secnum Cloud qui est très exigeant. Et puis ensuite, il y a le cloud public. Donc, il y a cette approche-là et associé à cela, il y a un sujet qui est clé, qui est la gouvernance de la donnée et aussi cette capacité à pouvoir dire finalement, moi, entreprise ou acteur du secteur public, au sein de mon patrimoine applicatif, j'ai des données de niveaux de sensibilité différents, j'ai des usages aussi différents et prendre en compte qu'une donnée à un instant T, elle est peut-être sensible, mais à un instant T plus X, elle l'est plus. Alors, ça a l'air simple comme ça, puisque derrière, ça nécessite quand même un certain investissement. Et je pense que, par exemple, des PME ne peuvent pas se permettre d'avoir une approche aussi holistique. Mais en tout cas, pour les grandes organisations, pour les grands groupes, cette démarche multi-cloud, je suis assez convaincue qu'elle va de plus en plus se développer pour pouvoir répondre à ces enjeux de souveraineté. Et en tout cas, c'est en ce sens qu'on s'inscrit au sein d'Orange Business. D'accord. Alors justement, en préparant cette émission, je suis tombée sur une technologie que je ne connaissais pas, donc ISAC, Integrated Sensing and Communication, donc qui repose, de ce que je comprends, sur la mobilisation du réseau fixe et mobile, donc 2G, 3G, 4G, etc. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer exactement ce que c'est que cette technologie et en quoi finalement c'est si important pour la défense du territoire? Alors, c'est une illustration assez intéressante en rebond de ce que je vous partageais en introduction, de ce qu'un acteur comme Orange peut apporter. Le principe de l'ISAC, c'est de s'appuyer sur un réseau d'infrastructures qui existe, donc le réseau mobile qu'on utilise au premier chef pour des communications. Mais le but, ce serait de tirer parti de cette infrastructure pour en faire un réseau de capteurs massif, distribué, intelligent, et qui permettrait en fait de mieux comprendre son environnement physique. Donc, on est encore au stade de R&D, ça n'est pas encore industrialisé et déployé, mais on voit déjà des applications qui sont assez intéressantes pour faire de la cartographie du territoire, de la protection en fait d'infrastructures critiques, ou même pour faire la détection de mouvements. Je vais vous prendre l'exemple des drones. Grâce en fait à ce réseau distribué, vous pouvez détecter la signature en fait de drone et derrière cela avoir des mécanismes qui vous permettent de les détecter, de faire la cartographie et donc ça bien évidemment ça peut servir un certain nombre d'applications en termes de sécurité du territoire ou même de défense parce qu'on voit que les drones quand même est un vrai sujet qui revient dans les différentes discussions et dans les différents besoins. Donc si je comprends bien, ça permettrait de détecter la présence de drones sur le territoire et d'identifier si ce drone appartient au territoire en question ou si c'est un drone potentiellement espion, c'est ça? En fait, ça serait déjà Concrètement, ouais. de pouvoir détecter Sa présence. voilà, sa présence. Un passage de drone qui n'était pas prévu, Ok. impromptu, et derrière avoir des mécanismes d'identification pour comprendre si finalement c'est une situation plutôt normale ou c'est une situation qui mérite en fait derrière d'avoir des actions particulières. D'accord. Et j'imagine si on se repose sur cette technologie, on pourrait potentiellement trouver des moyens de le neutraliser. Parce que si on arrive à Alors, l'identifier, on peut prendre la neutralisation, c'est vraiment autre chose. Là, on est D'accord. vraiment sur la détection. C'est vraiment utiliser c'est un capteur distribué pour déjà au moins voir ce qui se passe dans l'environnement. D'accord. Alors, et justement, si on parle du réseau 5G, alors les utilisateurs en général l'utilisent au quotidien, on l'a tous sur notre téléphone. Est-ce qu'on a vraiment utilisé dans son plein potentiel, notamment en termes de B2B, la 5G? Alors, on parle beaucoup de 5G, mais on est vraiment au début des usages la 5G pour le B2B. Si je tire le trait, la 5G pour le B2C, c'est de la 4G avec une bande passante exceptionnelle. Plus, quoi.
Voilà, plus plus. Dans le B2B, il y a un potentiel qui est offert par la 5G, alors notamment par ce qu'on appelle la 5G standalone, la 5G SA. Le principe, en fait, c'est de pouvoir créer un réseau privé à partir du réseau 5G public, et derrière de mettre en place un certain nombre de mécanismes personnalisés pour faire de la gestion, en fait, du réseau sur le temps de latence, la bande passante, mais aussi introduire d'autres mécanismes comme ce qu'on appelle le 5G slicing. D'accord. Donc en anglais, slicing, c'est en gros, c'est découpage, hein, c'est tronçon. Donc vous pouvez découper à partir du même réseau physique, vous pouvez en fait découper le réseau en plusieurs réseaux parallèles et derrière bénéficier en fait de toute la puissance de la 5G. Et ces applications-là, si je reviens sur nos sujets, elles ont un vrai potentiel autour de l'IoT, de la robotique. On parle beaucoup d'industrie 4.0. Oui. Donc c'est en ça qu'on est encore au début du potentiel de la 5G. Donc il y a encore beaucoup de choses finalement à faire avec la Tout à 5G, fait. alors que c'est pas l'utilisation que nous en faisons actuellement en fait. Non. Alors, toujours dans cette idée de nouvelles technologies, je comprends que vous avez un partenariat, que vous travaillez avec Toshiba notamment depuis plusieurs années pour la validation de technologies quantiques, mais à des usages commerciaux. Il s'agit de quoi exactement là? Alors, quand on parle de quantique, on s'intéresse souvent à 3 piliers. Le premier, qui concerne les communications et la sécurisation quantique, avec notamment la crypto quantique. Le deuxième, autour du calcul quantique. Et le troisième, qui est lié au capteur quantique. Donc là, on est sur ce partenariat avec Toshiba, on est plutôt sur la première catégorie. On a déployé et commercialisé une première solution de réseau quantique sécurisé. Donc pour cela, on s'appuie sur plusieurs choses. Alors d'une part, le réseau fibre d'Orange, auquel on va adjoindre 2 technologies. La première qui est en fait la distribution de clés quantiques, donc on parle de QKD, et la deuxième qui est la crypto post-quantique. Donc en gros, si je résume, distribution de clés quantiques, l'objectif c'est de pouvoir se partager des clés de manière inviolable, parce que toute intrusion peut être détectée en fait par la perturbation des photons. La deuxième technologie quantique qu'on utilise, on s'appuie sur des algorithmes cryptographiques qui en fait anticipent le fait qu'ils ne pourront être cassés par un ordinateur quantique. Et comme je vous le disais, derrière, on a le réseau fibré d'Orange. Alors concrètement, c'est utilisé par qui et c'est utilisé comment? Parce que c'est Alors commercialisé. cette offre Orange Quantum Defender, aujourd'hui, elle est essentiellement utilisée par des acteurs du secteur financier et bancaire. D'accord. Voilà. Donc, entreprise, on est en B2B. Voilà, on est Ok. plutôt, oui, tout à fait, on est en B2B. Et donc toujours sur cette technologie quantique, je vois que vous avez également un partenariat actif avec Candela, qui est d'ailleurs une société française. Ce partenariat, il consiste en quoi? Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 3 catégories sur le quantique. Là, on est plutôt alors sur le calcul quantique, notamment. On travaille avec Candela sur l'exploitation, la convergence entre l'IA, le calcul quantique et comment le calcul quantique peut aider à détecter des malwares. Donc, grâce en fait à l'ordinateur de Candela, on peut entraîner des modèles. Et ce qui est assez intéressant, c'est que derrière, il y a aussi une démarche de frugalité, parce qu'on n'est pas en train d'utiliser des supercalculateurs très consommateurs d'énergie, mais on est vraiment sur une solution qui est maîtrisée en termes de consommation énergétique. Donc ça rejoint un peu finalement les objectifs RSE dont vous parliez en début d'interview. Alors, c'est un petit peu différent dans le sens où tout à l'heure je vous parlais de normes ESG. En fait, si je reviens en arrière, je parlais d'investissement dans la défense et à l'époque en tout cas, pas mal d'acteurs du secteur bancaire trouvaient un inconvénient à pouvoir investir dans la défense parce que derrière c'est associé à l'armement et par D'accord. conséquent ça rentrait pas forcément dans les clauses ESG de ces acteurs-là. D'accord. Et depuis, ça a quand même pas mal évolué. Alors, toutes les technologies dont on est en train de parler, c'est quand même des chantiers qui sont, je dirais, très preneurs en termes de ressources humaines, hein. J'imagine, hein, je suppose. Alors, je me pose la question, enfin, qu'est-ce qui se passe chez Orange et Orange Business? Qu'est-ce que vous avez pour pouvoir justement soutenir autant de projets? Dites-nous. Alors, bon, on a une chance,
c'est de justement d'évoluer au sein d'un grand groupe, Orange. Au sein d'Orange Business, on résume souvent l'infrastructure numérique autour de ce qu'on appelle les 3 C. Le cloud, la connectivité, la cybersécurité. Donc on a à peu près 5500 spécialistes du cloud, de la data et de l'IA. Plus de 3000 au sein d'Orange Cyberdéfense sur la cybersécurité. Et ce qu'on cherche au quotidien, c'est surtout de faire levier au niveau du groupe Orange. Donc au niveau du groupe Orange, on a de nombreuses personnes qui travaillent sur des solutions de recherche et développement, de R&D. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai mentionné l'ISAC. Clairement, ce sont ces équipes-là en fait qui travaillent. Et donc derrière, une fois qu'on arrive à un niveau de maturité suffisant, il y a la question de l'industrialisation et de la commercialisation. Donc la partie R&D est clé. Et ensuite, au quotidien, mes équipes travaillent avec un certain nombre de pays où Orange est implanté pour chercher les synergies qui sont bénéfiques finalement des 2 côtés. D'accord. Justement, trouver peut-être des innovations ailleurs, c'est ça que vous importez quelque part? Absolument. Et puis on peut se retrouver dans des situations où dans un pays, le besoin est déjà établi. Et donc, on est sur des solutions qui existent et qu'on peut déployer ou répliquer dans d'autres pays. D'accord. C'est là où c'est intéressant finalement d'évoluer au sein d'un groupe comme Orange. Alors justement, j'arrive à ma dernière question et j'aime beaucoup cette question en général puisque ça permet de se tourner un peu vers le futur. Si vous deviez parier sur une technologie qui viendrait finalement disrupter votre secteur, complètement le changer et le modifier, dans les 5 années à venir, quelle serait cette technologie? Je pense qu'on est au tout début de l'usage de l'IA. Et dans les 5 années à venir, un des game changers, et on verra, on s'en reparlera dans 5 ans, c'est la convergence entre l'IA et un certain nombre de technologies. Alors, l'IA et le réseau, déjà, mais aussi, on voit qu'il y a l'émergence de l'IoT, l'Internet des objets. Le fait que l'IA soit intégrée, injectée dans l'IoT, ça va aussi démultiplier les besoins et les enjeux en matière, alors d'une part de traitement des données, en matière de sécurité aussi, la convergence entre l'IA et la cybersécurité, on en parle déjà. Et donc je pense que vraiment cette convergence IA, IoT, réseau, elle va être assez clé dans les années à venir. Eh bien, merci beaucoup, Nassima Ouvray. On arrive à la fin de cette émission. Je le rappelle, vous êtes directrice défense et sécurité chez Orange Business. Merci également au public qui nous a suivis, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Vous pouvez retrouver justement Nassima Ouvray sur LinkedIn si vous avez des questions. Sinon, vous avez la page d'Orange Business si vous voulez plus d'informations. Je vous dis à une prochaine fois pour notre émission Risque Intel Média. Et encore, merci beaucoup, Nassima. Merci Yasmine.